Dans cette vidéo, on va découvrir l'interface de Vlad Diffusion et les paramètres de base qu'il faut connaître pour créer une image. Je vais vous montrer aussi comment trouver un modèle, comment installer manuellement un modèle. Concernant les réglages de base, on les retrouvera aussi dans Automatic Event 11 si vous n'avez pas fait le changement d'interface, ou dans d'autres générateurs, surtout s'ils sont basés sur Stable Diffusion. Alors, je vais essayer de ne pas trop faire de théorie. Évidemment, il y a certaines bases que je vais pas pouvoir éviter, mais je vais essayer de vous faire découvrir Stable Diffusion comme je l'ai découvert, c'est-à-dire à base d'expérimentation, et donc je vais surtout essayer de vous montrer des méthodes pour pouvoir voir par vous-même les effets de certains réglages. Je trouve que cette méthode d'apprentissage est plus intéressante, plus ludique on va dire, et ça vous permettra, si vous vous intéressez vraiment au sujet, d'apprendre bien plus efficacement par vous-même et d'arriver à ce que vous voulez comme image finale. Cette vidéo fait partie de ma série tutoriel sur Vlad Diffusion. J'ai déjà fait une vidéo sur comment installer Vlad Diffusion, si vous ne l'avez pas vue, elle est disponible sur ma chaîne. Je la mets en lien en haut à droite dans la vidéo et en dessous dans la description. Salut YouTube! Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Merci à vous! Donc on se retrouve dans le dossier que vous avez créé la dernière fois pour Vlad Diffusion, donc qui s'appelle Automatic. Ici, on va aller en haut dans la barre, on va taper CMD et je vais vous montrer pour mettre à jour Vlad Diffusion, il suffit de taper webui.bat espace --upgrade. Ça c'est pareil, je vous le mets en copier-coller dans la description de la vidéo. Voilà, on va faire entrer. Du coup là, ça va se lancer, il va faire la mise à jour s'il a besoin de faire une mise à jour, et ensuite il va lancer Vlad Diffusion. Voilà, comme on peut le voir ici là, il le dit upgraded to version, voilà, et avec le numéro de la version derrière. Donc ça veut dire qu'il a mis à jour à une version plus récente. Ici, un peu plus haut, vous avez l'adresse running on local URL sur l'adresse sur laquelle le serveur est lancé. Pour le lancer, vous faites un CTRL plus clic. Donc on arrive dans l'interface de Vlad Diffusion et là si vous utilisez Edge comme moi, je vais vous montrer une autre astuce. Enfin c'est pas obligatoire hein, mais c'est plutôt sympa je trouve. Vous venez ici dans les trois petits points là. Ici là vous allez dans application, vous faites installer ce site en tant qu'application. Voilà, ça va vous demander le nom. Alors moi je vais laisser Stable Diffusion, c'est très bien. Je vais faire installer. Là ici je vais dire l'épingler à la barre des tâches, bon pas forcément, mais l'épingler au menu de démarrage, oui pourquoi pas. Je vais faire autoriser. Et à partir de là, on se retrouve dans une fenêtre complètement à part qui contient Stable Diffusion. Ce qui veut dire que maintenant, je peux fermer ça. Et donc, quand on aura lancé Stable Diffusion avec le webui.bat qui est ici, ça va lancer ça. Et au lieu de cliquer sur l'adresse qui est là, on pourra venir dans le menu démarrer et lancer Stable Diffusion directement comme ça. Et donc, ça va nous ouvrir la fenêtre sans les favoris, sans la barre d'adresse en haut, etc. On aura vraiment une fenêtre dédiée à Stable Diffusion, comme si c'était une application à part entière. Bon, une fois qu'on en est là, on aimerait bien pouvoir créer une image. Mais pour créer une belle image, et surtout pour arriver à faire l'image qu'on veut, en général, le modèle de base, ici la version 1.5 de Stable Diffusion, eh ben, il suffit pas vraiment. Donc dans Vlad Diffusion, il faut savoir qu'on peut utiliser plusieurs types de modèles. Vous avez vraiment tout type de modèle. Et chaque modèle est entraîné pour faire un certain type d'image. Il y a des modèles plus généralistes qui vont permettre de faire des images plus photoréalistes ou plus artistiques, etc., etc. Et il y a des modèles plus entraînés à faire un seul type d'image. Et pour trouver ces modèles, il y a un site que je vais vous donner en description qui est Civita.ai. Sur Civita.ai, vous aurez toute une liste de modèles différents. Alors ça, ce sont que des images d'exemple. Les modèles ne font pas forcément que ce qui est représenté en image, mais ça vous donne déjà une idée de quoi est capable le modèle. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que tant que vous n'êtes pas enregistré ou que vous n'avez pas de compte, vous ne verrez pas tous les modèles. Évidemment, je parle des modèles NSFW ou Not Safe for Work. Mais attention, c'est pas parce qu'un modèle est classé NSFW qu'il ne fait forcément que ça. Ça veut dire que ce modèle est capable d'en faire, et donc forcément, vu qu'il est capable d'en faire, il est classé NSFW. Mais attention, c'est pas parce qu'un modèle n'est pas classé NSFW qu'il ne va pas vous sortir une image NSFW. Donc bon, ça c'est à prendre en compte, c'est à mettre dans un coin de sa tête, et c'est à vous de faire en sorte soit d'avoir ou d'éviter ce genre d'image. Bref, moi ce que je vous conseille c'est de vous créer un compte pour au moins avoir une visibilité sur tous les modèles qui existent. Parce que là, à l'heure actuelle, si jamais, par exemple, on va sur un modèle qui est classé NSFW, mais qui n'est pas forcément fait que pour ça, Chill Out Mix, vous n'y aurez pas accès. Il va vous demander de vous enregistrer, enfin du moins de vous identifier pour avoir accès au modèle. Donc moi j'ai un compte, je vais le faire, et une fois qu'on est identifié, il va vous donner accès au modèle. Si jamais vous ne voulez pas voir ces images ici, là, comme ici, vous avez plusieurs solutions. Ici, vous avez un petit œil là, qui vous dit soit on voit que les contenus safe, voilà, c'est-à-dire les contenus, enfin les images non classées NSFW, soit on peut les classer différemment, soit avec MyFilter, auquel cas vous verrez les images que vous aurez choisies dans vos paramètres, soit Everything, et dans ce cas-là vous verrez toutes sortes d'images,
Et évidemment, en dessous, vous avez une option pour flouter les contenus explicites. Donc voilà, moi c'est coché. Je ne vais pas le décocher parce que YouTube, tout ça. Mais voilà, vous avez la possibilité de le faire comme ça. Bref, après ce petit disclaimer, on va revenir sur la page d'accueil de Civitae. Donc voilà, une fois que vous êtes identifié, vous verrez beaucoup plus de modèles, dont des modèles donc classés NSFW, voilà, et il y en a évidemment un paquet, et d'autres modèles qui ne sont pas classés NSFW. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir tout télécharger. Un modèle, ça fait entre 2 et 6 gigaoctets. Donc autant vous dire que ça fait pas mal de place sur le disque dur. Moi, les modèles que je vous conseille pour démarrer, c'est Deliberate, Realistic Vision, Chillout Mix qui est pas mal. Deliberate, lui, il peut faire des images vraiment très photoréalistes. Il est plutôt sympa pour ça. Voilà, il fait vraiment tout type d'images, de l'artistique, du réaliste, voilà, il est vraiment, il fait vraiment de tout quoi. Ensuite, on a Realistic Vision. Realistic Vision qui lui, pour le coup, est vraiment fait pour du photoréaliste. Je sais pas si on a des exemples sympas, ouais voilà. Donc voilà, il fait vraiment de tout, mais il fait aussi des photos vraiment très photoréalistes, comme là par exemple. Donc, une fois qu'on a sélectionné un modèle, ici Realistic Vision V2, pour le télécharger, vous avez un bouton ici pour le prendre directement. Et je vous conseille de télécharger un fichier en Safe Tensor, ici là, comme c'est marqué. Par exemple là, on a 4 fichiers différents pour le télécharger, mais on a une version en Pickle Tensor et en Safe Tensor. Après on a les versions Pruned, qui sont des versions on va dire allégées du modèle. Moi je vous conseille des versions en full, et surtout de prendre du Safe Tensor et non pas du Pickle Tensor. Pourquoi? Parce que dans le Pickle Tensor, il faut savoir qu'il y a des possibilités qu'il y ait du code malfaisant en fait dans le modèle. Et ça c'est possible qu'avec du Pickle Tensor. On va dire que c'est moins possible avec du Safe Tensor, voire quasi impossible. Voilà, donc après sur Civitae, normalement vous n'aurez pas de problème de ce côté-là, mais il y a d'autres sites. Si vous téléchargez des modèles sur d'autres sites, on va dire moins contrôlés, et que vous téléchargez du Pickle Tensor, faites attention. Le mieux c'est de vraiment télécharger du Safe Tensor. De toute façon, dans les paramètres de votre compte, vous allez là-haut et sur Account Settings, voilà, vous arrivez sur cette page. Dans Browsing Settings, ici vous avez les préférences pour les modèles, pour les fichiers que vous allez télécharger. Ici dans Preferred Format, normalement c'est par défaut il me semble, mais si c'est pas par défaut, vous le mettez sur Safe Tensor. Voilà, en version full et non pas pruned. Et pour les FP, vous mettez en FP16, c'est très bien. Et une fois qu'on a fait ça, on peut revenir sur Civitae et revenir sur le modèle qui nous intéressait tout à l'heure, Realistic Vision V2. Donc une fois qu'on est là et une fois qu'on a bien mis nos préférences dans les settings, ça va nous proposer par défaut le Safe Tensor en version full, et donc on peut cliquer directement ici. Ça vous demande où le télécharger, vous faites enregistrer sous, et là il faudra aller dans automatique, il faudra aller dans Models, dans Stable Diffusion, et vous pouvez mettre le modèle ici. On met le modèle ici parce que c'est un checkpoint, voilà. Alors merge, ça c'est pas important, mais le plus important c'est que c'est un checkpoint, et les modèles checkpoint vont dans Models Stable Diffusion. Après on verra, il y a d'autres types de modèles qui ne vont pas dans ce dossier, mais pour l'instant on va s'intéresser aux checkpoints. Donc les checkpoints, comme je disais, ça va dans Model Stable Diffusion. On fait enregistrer, ça se télécharge, et une fois que c'est téléchargé, on a le modèle sur son disque dur. On peut faire pareil avec d'autres modèles. Comme je disais, je vais prendre aussi Deliberate. Donc on va sur Deliberate. Là, comme tout à l'heure, vu qu'on l'a paramétré dans les paramètres, enfin dans les settings, ça prend directement le fichier qu'on veut, en Safe Tensor, c'est écrit ici. On peut faire directement télécharger, enregistrer sous. C'est toujours un checkpoint, dans type là c'est écrit, c'est toujours un checkpoint. Donc on le met dans Models Stable Diffusion, on fait enregistrer, ça télécharge, voilà. On peut aller vérifier sur le disque dur dans tuto, enfin dans tuto non, mais dans automatique, non, parce que vous aurez pas le tuto. Dans automatique, dans Models Stable Diffusion, et on voit bien qu'on a maintenant 3 modèles. Deliberate, Realistic Vision et la version 1.5 de Stable Diffusion. Comme je disais, les modèles qu'on trouve sur Civitae, ils ont pour base modèle, Stable Diffusion 1.5, c'est écrit ici. Vous allez pouvoir trouver des modèles en Stable Diffusion 2.1, qui est une version mise à jour de Stable Diffusion, pour trouver uniquement des checkpoints et ne pas vous inquiéter du reste pour l'instant. Quand vous êtes sur la page de Civitae ici, la page d'accueil, vous faites ici dans les filtres, dans cette icône ici là, vous cliquez et ici vous cliquez sur Checkpoint. Voilà, comme ça vous aurez vraiment que les checkpoints et vous n'aurez pas à vous soucier de savoir si c'est un checkpoint ou pas. Voilà, et comme je vous disais, il y en a quand même un paquet, hein. C'est pas ce qui manque. Et comme on peut voir, il y a des modèles plutôt destinés à faire du photoréalisme, des modèles pour de l'artistique, ou des modèles pour du manga ou autre chose, ou des paysages. Voilà, ça après c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Donc, une fois qu'on a téléchargé nos modèles, on peut revenir dans la fenêtre de Stable Diffusion. Ici, là, on voit que ça n'a pas été mis à jour, mais heureusement à côté, il y a un petit bouton pour rafraîchir. Dans la console,
ça dit que on a des modèles disponibles au nombre de 3, voilà, c'est qu'au bout de la ligne. Du coup ici, dans la liste, on a bien 3 modèles. Le modèle de base, Realistic Vision et Deliberate. Pour la vidéo, je vais prendre Realistic Vision. Ça après, c'est vous qui voyez. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'interface et voir comment ça se passe. Dans Vlad Diffusion, vous avez 2 onglets principaux qui vont vous servir tout le temps. C'est From Text et From Image. From Text, c'est ce qu'on appelait avant dans Automatic 1111 Text to Image. Et From Image, c'est ce qu'on appelait avant Image to Image. From Text, c'est quand on veut créer une image à partir d'un prompt qu'on mettra ici. Et From Image, en fait, c'est quand on veut partir d'une image de base pour recréer une autre image. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas trop m'intéresser à cet onglet From Image. Je vais d'abord m'intéresser à l'onglet From Text. Puisqu'en fait, c'est ici qu'on va retrouver l'essentiel des paramètres que vous aurez besoin pour faire une image. Donc dans les paramètres importants qu'il va vous falloir connaître, il y a d'abord donc le choix du modèle qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il y aura le prompt à rentrer. Alors le prompt dans Stable Diffusion, c'est surtout une suite de mots-clés séparés par des virgules, ou pas d'ailleurs. Enfin, moi je préfère mettre des virgules, mais ça, voilà, ça, chacun a sa préférence. Ensuite, en dessous, on retrouve le prompt négatif. Le prompt négatif, c'est tout ce que vous ne voulez pas dans l'image. Par exemple, si vous ne voulez pas d'un t-shirt bleu, bah vous mettez blue t-shirt. Ah oui, d'ailleurs, chose importante, les prompts sont mieux compris par Stable Diffusion s'ils sont en anglais. Les mots en français, ça peut marcher, mais par contre, ça peut donner des résultats un peu plus aléatoires. Après, c'est pas toujours le cas. Des fois, ça marche très bien, mais bon, le mieux, c'est d'écrire en anglais. Après, si vous ne connaissez pas l'anglais, il existe des traducteurs sur Internet qui fonctionnent très bien, genre DeepL par exemple, ou même la traduction Google, ça fonctionnera très bien pour des mots-clés dans Stable Diffusion. Mais bon, je vous garantis qu'à force de faire des images, les mots-clés habituels, vous allez les connaître par cœur et vous n'aurez plus besoin de traducteur pour faire vos images. Ensuite, l'autre paramètre qu'il faudra définir pour arriver à l'image que vous souhaitez, c'est le format. Le format, ça se définit ici avec la largeur et la hauteur. Donc ici, on est en format carré avec 512 pixels par 512 pixels, mais ça, on verra tout à l'heure, ça dépend de ce que vous voulez faire comme image. L'autre paramètre important, c'est le nombre de steps. Alors pour la faire courte et pour pas trop rentrer dans les détails, le nombre de steps, en fait, il faut vous dire que plus il y a de steps et plus votre image aura de petits détails, soit en arrière-plan, soit en avant-plan, mais voilà, plus il y en aura et plus il y aura des petits détails qu'il n'y aura pas autrement. Je vous ai dit dans cette vidéo, je vais essayer de faire le moins de théorie possible. Après, je peux vous expliquer ce que c'est que les steps, mais bon, j'ai pas envie de vous perdre, on va dire. Et là, le but principal de cette vidéo, c'est d'arriver à faire une image. Donc on va rester là. Ensuite, l'autre paramètre important, c'est ici, c'est le Save G-Scale. Le Save G-Scale, lui, son rôle, c'est de dire au modèle l'importance du prompt par rapport à la génération en cours. C'est-à-dire que plus le Save G-Scale sera important, plus le modèle essaiera de se conformer au prompt que vous aurez donné. Et plus le Save G-Scale est bas, et plus le modèle aura de la liberté, on va dire, pour faire une image, on va dire, cohérente. Dans le sens où si le modèle doit se conformer absolument au prompt que vous donnez, bah des fois ça fait pas forcément une image très cohérente. Alors que si on lui laisse un peu de liberté, bah des fois on arrive à des résultats plutôt sympas, et même inattendus, qu'on n'aurait pas espéré autrement. Donc c'est bien de pas trop le mettre trop haut. De toute façon, le Save G-Scale, faut se dire que si je mets c'est trop haut, vous aurez une image sursaturée, ou alors avec des détails trop prononcés. Bref, on verra tout à l'heure l'effet, mais vous verrez, ça se remarque assez vite. Ensuite, le paramètre qu'on utilise souvent aussi, c'est le seed. Alors le seed, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un seed, pour on va dire les moins informaticiens d'entre vous, le seed c'est le point de départ pour la génération de nombres aléatoires en informatique. En gros, c'est ce qu'un algorithme va se servir comme base, comme point de départ, pour arriver à un résultat. C'est valable dans énormément de domaines en informatique, entre autres dans les jeux vidéo, par exemple pour la génération procédurale d'environnement, ou même d'une carte entière, comme par exemple dans Minecraft. Dans Minecraft, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais dans Minecraft, au départ, quand vous lancez le jeu, il va vous demander le seed du monde. Bah là, c'est pareil. Si vous mettez toujours le même seed, vous aurez toujours le même monde. Et ben ici, là, dans Stable Diffusion, c'est la même chose. Si vous mettez tout le temps le même seed, vous aurez tout le temps la même image, ou en tout cas la même base d'image. Donc voilà, faut surtout se dire que Stable Diffusion, pour créer une image, il va partir d'un bruit aléatoire qu'il va devoir utiliser grâce au sampler qui est ici, à la méthode de sampling, là, enfin mes sampling méthode, au sampler qui est ici. Ce sampler va utiliser ce bruit pour générer l'image, et donc si le seed est toujours le même, en gros le sampler aura toujours le même pattern, si vous voulez, la même façon d'utiliser le bruit pour arriver au résultat final. Voilà. Alors j'espère vraiment que mon explication va plaire à tout le monde, mais j'essaye vraiment de faire le plus simple possible et de pas trop rentrer dans les détails pour pas, on va dire, pour pas perdre les 3/4 des viewers. Donc on reprend les paramètres importants à connaître.
c'est le prompt ici, surtout, là où vous allez définir les détails de votre image. Le prompt négatif, c'est là où vous allez définir les détails qu'il ne faudra pas dans l'image. Ensuite, on définit le format, ça dépend donc de l'image que vous souhaitez avoir. Si vous voulez plutôt un paysage, il vous faudra plutôt un format horizontal, et si vous voulez genre plutôt un portrait, il vous faudra donc un format plutôt vertical, donc avec la hauteur plus importante que la largeur. Et ensuite, pour rentrer dans les détails de l'image, on va jouer avec les steps et le save G-Scale. Et ça, on le voit juste après quand on va créer la première image. Ensuite vient la sélection du sampler, voilà, parce que comme on peut voir, il y a plusieurs sampleurs, et chaque sampler, en fait, utilise le bruit donc de départ que je disais, d'une façon différente. Chaque sampler va évaluer le bruit d'une façon différente et donc arriver à un résultat différent. Donc voilà, mais ça, tout ça, ce sera à vous d'expérimenter un peu, et je vais vous montrer justement comment expérimenter. Donc, pour créer une première image, comme j'ai dit, on commence par le prompt. Alors le prompt, j'en ai préparé un. Donc en français, ça donne un paysage alpin avec des montagnes, ce qui est étonnant pour un paysage alpin, un ciel bleu ensoleillé avec une lumière du matin en haute qualité, absurd res, on verra, mais ça c'est un mot-clé à connaître qui, on va dire, rajoute beaucoup de détails dans l'image. Absurd res, en fait, c'est une contraction de absurd resolution, qui en gros veut dire résolution absurde, voilà. Et voilà, en gros, c'est ce qui va permettre d'avoir énormément de détails dans l'image. Mais ça, on verra, il y a plein de mots comme ça pour avoir du détail en plus, pour avoir des styles de rendu différents, etc., etc. Et je vous donnerai aussi un site qui va vous référencer pas mal de mots-clés et qui va vous aider à bien démarrer pour générer vos images. Et donc pour finir, 8K, parce que pareil, pour ajouter du détail, etc. Ensuite, en négative prompt, je vais pas en mettre, parce que c'est pas forcément obligatoire d'en mettre. Après, c'est bien d'en mettre pour, on va dire, recentrer le modèle pour pas qu'il parte dans tous les sens et pas qu'il fasse des, on va dire, des choses un peu trop mal dessinées, par exemple. Voilà, ça peut être pratique, mais ça, on y reviendra plus tard. Comme c'est un paysage, je vais plutôt le mettre en format horizontal. Donc ici, je vais mettre 768 par 512, par exemple. Ça va aller très bien. Ensuite, en save G-Scale et en steps, je vais le laisser par défaut pour l'instant, on verra plus tard. Et dans sampling method, je vais le laisser comme ça aussi en UniPC. UniPC, il faut savoir que c'est un sampler récent dans Stable Diffusion, mais qui marche plutôt bien. Donc on l'essaye, et puis si on voit que ça va pas, on essaye un autre, etc., etc. Jusqu'à arriver à peu près à l'image qu'on veut. Voilà. Le seed, comme j'ai encore pas rien fait, je vais le laisser par défaut pour l'instant, donc à -1, ce qui veut dire que c'est un seed aléatoire. Enfin, ça va être un seed aléatoire, et donc voilà. Pour le modèle, je suis en Realistic Vision, donc on va rester comme ça pour l'instant. Et pour générer l'image, il faut aller cliquer là tout au bout sur Generate. Sinon, autre astuce, quand on est en train d'écrire un prompt, on veut rajouter du détail, etc., on peut faire CTRL-Entrée et ça lance la génération. Voilà, là ça va lancer la génération, c'est en train de faire l'image, et voilà. Pour agrandir l'image, on peut cliquer dessus, et on voit l'image un peu plus grande. Et si on reclique encore dessus, on a encore l'image encore plus grande, mais bon, là elle dépasse la fenêtre, donc c'est pas vraiment intéressant, du coup on va rester comme ça. Voilà, ça c'est une première image générée. Si on reclique, sans rien changer, si on reclique sur Generate, ce qui va se passer, c'est que ça va changer le seed. Le seed va être différent, et juste parce que le seed est différent, l'image va être différente. Et si je recommence, si je fais CTRL-Entrée pour relancer la génération, voilà, on a encore une image différente, etc., etc. Si on veut générer plusieurs images d'un coup, on vient ici dans Batch Count et on modifie le nombre ici. Si on veut 10 images par exemple, on en met 10 ici. La différence entre Batch Count et Batch Size, c'est que Batch Size, il va essayer de générer un certain nombre d'images. Si on lui en met par exemple 4, il va essayer de générer 4 images en même temps. Ce qui aura pour effet de remplir ici 4 fois plus la mémoire de votre carte graphique. Donc si vous avez une carte graphique avec beaucoup de mémoire, c'est pas très grave, du coup ça pourra vous générer 4 images d'un coup et voilà. Mais si vous n'avez pas beaucoup de mémoire sur votre carte graphique, je vous conseille plutôt de changer ici en batch count et non pas en batch size. Ici, je vais peut-être pas mettre 10 là pour la vidéo, je vais en mettre 5, voilà. Et si on revient ici et que je fais generate, donc CTRL-Entrée, voilà, ici il va me générer 5 images d'un coup. Et donc on peut remarquer que c'est jamais les mêmes. Voilà, ici il me les met toutes les unes à côté des autres. On peut, en venant ici, voir les images qui viennent générer. Voilà, et on se rend bien compte que les images sont toutes différentes. Maintenant, je vais le remettre sur un batch count de 1. Je vais refaire generate pour avoir une image. En admettant que cette image me plaise, par exemple, si le point de vue, si l'angle de caméra, etc., ou si la génération des montagnes ici me plaît bien, etc., on peut venir ici pour bloquer le seed. J'ai cliqué sur ce bouton-là, ça a bloqué le seed, et le seed, c'est celui-là. Ça, c'est le seed qui correspond à cette image. Ce qui veut dire que ici, si je régénère l'image, on peut s'apercevoir qu'on a exactement la même image. Pourquoi? Justement parce que le bruit a été utilisé de la même façon, l'algorithme a parcouru le bruit, on va dire, de la même façon pour arriver à cette image-là. Comme je vous ai dit, je vais vous apprendre à expérimenter. Donc pour expérimenter, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse savoir à quoi
va ressembler cette image si on rajoute par exemple des steps ou si on modifie le Save G-Scale. Du coup pour ça, ici, il y a un script intégré à Vlad Diffusion qui s'appelle XYZ-Plot. On clique dessus, on scrolle un peu vers le bas et ici on se rend compte qu'on peut avoir plusieurs paramètres. Donc par exemple, le premier paramètre, je vais changer les steps, hop, voilà. Et ici, on peut rentrer des valeurs. Alors actuellement, en nombre de steps, je suis à 10, donc en bas, dans X values, pour les steps, donc qui correspondent aux steps, je peux mettre 10, 20, 40 et 50. On va s'arrêter là. On peut faire beaucoup plus, il n'y a pas de souci, mais là pour la vidéo, je vais pas en faire trop pour que ce soit pas trop long. Bon, alors déjà, on peut essayer comme ça, juste pour voir ce que ça fait. Comme ça, on aura un aperçu, on verra ce que ça fait. Donc, on va lancer juste comme ça avec le nombre de steps, avec 10, 20, 40, 50. Du coup, si on génère, là, il est en train de me faire toutes les images avec à chaque fois un steps de 10, 20, 40 et 50. Et comme on a bloqué le seed, du coup, il va me générer toujours la même image, mais juste avec des steps différents. Voilà. Donc ça, on peut l'ouvrir dans un nouvel onglet, par exemple. Et ici, on peut voir la différence. Donc là, c'est en step de 10, puis de 20. Déjà, on peut remarquer que la montagne est pas tout à fait la même. Les détails en bas, c'est pas tout à fait les mêmes non plus. Voilà, je peux zoomer un peu plus. Voilà, on n'a pas les mêmes détails ici. Ensuite, on peut passer à un step de 40. Donc là, encore une fois, c'est pareil. On se retrouve avec une montagne un peu différente. Bref, voilà, ça rajoute des détails toujours en plus. Et là, ici, avec des steps à 50, c'est à peu près équivalent à 40. On se rend compte que ça change pas grand-chose. Il y a peut-être un peu plus de détails dans le ciel, par contre. Là, c'est un peu plus défini, les traits, là. Voilà, si je peux zoomer comme ça. On peut s'apercevoir que ici, c'est un peu plus détaillé. Et bon, après, c'est du chipotage, comme on dit. Du coup, là, sur toutes ces images-là, on peut s'apercevoir que, finalement, avec des steps entre 20 et 30 et 40, ça pourrait être pas mal, donc on peut essayer justement avec 30 au milieu là, on verra ce que ça donne. Mais plutôt que de faire ça, on va revenir là-dessus. Et donc ici, on va garder ça, on va lui rajouter ici la valeur de 30. Et ici en dessous dans Y, on aimerait bien voir ce que ça fait si on change les Save G-Scale. Donc on vient ici, on sélectionne Save G-Scale. Et ici pareil, donc là par défaut on a un Save G-Scale, si je remonte, on a un Save G-Scale à 7. Ça, c'est ce qu'on a actuellement. Mais pareil, on peut expérimenter, on peut voir ce que ça fait. Donc, on peut commencer par exemple à 3. Après, on lui met 5, 7. Et puis, pourquoi pas 10. Je sais pas. Et puis 12. Et puis, pourquoi pas 15. Et pourquoi pas 18. Voilà. Etc. etc. Là, ici, pour les steps, je vais peut-être supprimer 50. Parce qu'on a vu qu'entre 40 et 50, il n'y avait pas une énorme différence. Mais par contre, au lieu de 50, je vais carrément lui mettre... Bah tiens, d'ailleurs, on va s'amuser un peu. Je vais mettre 80 là. Et ici, à la place de 40, je vais mettre 60. Voilà. Comme ça, on aura 10, 20, 30 pour voir au début. Et puis, on aura carrément 60 et 80 pour voir si en exagérant, ça change quelque chose ou pas. Pareil pour le Save G-Scale. On lui met 12, 15, 18. Personnellement, je monte jamais à 18, même 15, non, ça arrive rarement. Donc voilà, on verra ce que ça fait si on exagère un peu. Du coup, on va générer tout ça, ça va prendre un peu de temps. Je vais remonter pour voir. Alors, la barre de progression, ce qui est bien, c'est qu'on l'a aussi dans la console. Du coup, on peut voir l'état d'avancement dans la console pour voir ce que ça fait. Voilà, il a fini de générer l'image. Du coup, celle-là, plutôt que de l'ouvrir dans un nouvel onglet, je vais carrément la sauvegarder. Quand on la sauvegarde, il nous dit qu'elle s'appelle comme ça. Et en fait, dans le dossier de Vlad Diffusion, elle se retrouve dans Outputs et dans Save. Et du coup, ici, on retrouve l'image qu'on vient de sauvegarder. Donc, je répète, quand on sauvegarde, quand il y a une image affichée ici, qu'on appuie sur le bouton Save, ici, il va l'enregistrer. Il va nous proposer de la télécharger, mais elle est déjà sur notre disque dur, puisqu'elle est dans le dossier de automatique, Outputs, Save. Voilà, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien, automatique, output et save. Voilà, on va donc ouvrir l'image. Si je fais comme ça, c'est pour arriver avec le visualiseur d'image de Windows. Comme ça me permet de pouvoir zoomer et de pouvoir déplacer avec la souris. Ici, on a donc une grille avec à chaque fois des steps à 10, 20, 30, 60 et 80. Et un Save G-Scale à 3, 5, 7, 10, 12, 15 et 18. Déjà, ce qu'on peut se rendre compte directement, c'est que plus on augmente les Save G-Scale, et plus les couleurs sont saturées. Et même arriver à de la sursaturation, moi je dis, au niveau de, quand on arrive à 15-18 là, on arrive à des couleurs vraiment très très saturées. Et en général, donc si je zoome par exemple sur cette image, voilà, en général quand on commence à avoir des couleurs comme ça, un peu trop saturées et surtout des bords, on va dire, un peu trop nets ou un peu trop épais comme ça là, en général ça c'est un signe que le Save G-Scale est beaucoup trop élevé. Donc ce que je vous conseille quand c'est comme ça là, c'est de baisser le Save G-Scale pour revenir à des niveaux, on va dire, un peu moins élevés et un peu plus corrects. Donc maintenant, dans notre grille d'image, on peut se rendre compte qu'avec un Save G-Scale à 3,
bah l'image elle est presque grise. Et là à 3 avec un steps à 10, bah on n'a pas trop de détails, c'est presque bruité, c'est pas très joli. Donc là ça manque de quelque chose. Donc on va passer à un self-jusqu'à à 5, même à 7, voilà. D'ailleurs on peut se rendre compte que juste avec des steps à 10, en augmentant le self-scale, ça change totalement l'image aussi. Voilà, jusqu'à arriver à des trucs comme ça. C'est-à-dire que là, par contre, là c'est ce que je disais, le self-scale étant trop élevé, ça commence à faire une génération un peu trop poussée, quoi. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que le modèle essaye de se conformer absolument au prompt. Et du coup, bah, il va nous mettre des montagnes un peu n'importe comment. Il va commencer à nous mettre des détails un peu n'importe comment aussi. Et puis surtout, donc comme je disais, de la couleur beaucoup trop saturée. Donc on va rester avec un self-scale, on va dire entre 7 et 10 là, pour voir les changements avec le nombre de steps. Donc avec 10 steps, on est comme ça. Avec 20, déjà, bah, comme tout à l'heure, il nous rajoute des détails en avant-plan ici là, il nous rajoute des rochers ici, et là pareil il nous modifie complètement l'image comme ça, et plus on va pousser le nombre de steps, plus il va nous rajouter des détails. Genre par exemple ici il nous a rajouté un petit carré d'herbe, on est à 30 steps, voilà, on a 30 steps avec un self-jusqu'à 7, voilà, il nous a rajouté un petit carré d'herbe ici, et là on augmente, et là on peut se rendre compte que en augmentant il rajoute pas beaucoup de détails. Ici on était à 30 steps, et on peut se rendre compte qu'avec 60 et 80 steps, bah, l'image elle n'est pas beaucoup modifiée, quoi. Du coup, pour ce modèle et pour ce sampler, donc le modèle c'est Realistic Vision et le sampler c'est UniPC, on peut se dire que 60 et 80 steps, ça sert pas vraiment à grand chose, si ce n'est prendre plus de temps pour générer l'image et donc utiliser des ressources pour pas grand chose. Donc en fait on pourrait très bien rester à 30 steps avec ce modèle et ce sampler, parce qu'évidemment ça dépend du modèle et du sampler. Et on peut donc maintenant se baser par rapport au self-jusqu'ale pour voir quelle image est mieux suivant un self-jusqu'ale différent. Donc là on a un self-jusqu'ale très bas, c'est 3, ouais voilà. Ensuite on a 5, 7, 10 et 12. 3 ça donne ça, une image un peu grisée, manque de couleur, de coloration, ou et puis manque de détails aussi peut-être. Ensuite on passe à 5, ça commence à devenir un peu plus sympa. Voilà, on a un peu plus de détails dans les nuages, on a des couleurs un peu plus sympas, ok. Ensuite, avec 7, là on commence à avoir des détails comme ça en bas là, qui sont, on va dire, peut-être sympas ou pas. Faudra voir dans l'image un peu plus grande. Mais du coup, je dirais que après ça sert pas à grand chose, ça modifie pas plus que ça l'image. Donc moi je dirais que cette image là, ici, celle qui est, on va dire, plus ou moins au centre, donc avec 30 steps et un self-jusqu'à la 7, moi je trouve que c'est quand même l'image qui reste la plus sympa. Ok, donc maintenant qu'on a vu ces données, maintenant qu'on a évalué tout ça, on peut venir ici désactiver le script, donc on peut le remettre sur Node, voilà, ça désactive le script. On a vu donc qu'avec un sampling à 30, enfin des steps à 30, et un self-jusqu'à peut-être à 6, ça pourrait être sympa, du coup on essaye, on fait le generate, voilà, et ça nous donne cette image qui est plutôt sympa du coup. Ce qui est pas mal, c'est que ici ça nous a pas fait un truc trop, on va dire, bordélique, ça a gardé un peu de verdure, les montagnes, la génération est plutôt sympa, le ciel est plutôt sympa aussi, bref, voilà, on a de la couleur, moi ça, pour moi, c'est une image correcte. Bon, maintenant que je vous ai bien bourré le crâne avec plein d'infos, on va s'amuser un peu, on va se libérer un peu l'esprit. Déjà, on va changer de modèle, donc je vais prendre Deliberate par exemple, voilà, en prompt, je vais mettre ça, donc c'est un portrait d'une femme en close-up, close-up c'est proche, en vue proche du visage en gros quoi, en haute qualité, 8K, et je rajoute en détail 50 mm avec un Canon 5D Mark II. Ça, ce genre de détail, ça marche très bien pour les prompts, de préciser un objectif et un appareil. J'aurais pu préciser une pellicule, j'aurais pu préciser n'importe quoi, mais ça marche très bien. Ce genre de détail là, ça fonctionne très bien dans les prompts. Quand on peut remarquer, c'est toujours des prompts avec souvent des mots-clés séparés par des virgules. Bon, moi je le sépare par des virgules, je sais qu'il y en a qui mettent juste un espace, mais moi j'aime bien par exemple que quand je mets Canon 5D Mark II, pour moi, je pense qu'il comprend mieux Canon 5D Mark II comme ça séparé, après une virgule, plutôt que si je mettais 50 mm Canon 5D Mark II en un seul truc quoi. Mais je me trompe peut-être. Peut-être que ça ne change rien, je ne sais pas. Mais voilà. Après, ça c'est ma façon de faire, chacun sa façon de faire. Ça c'est à vous de voir après, vous faites vos essais, vous verrez ce qui marche le mieux pour vous. Voilà, moi je préfère m'organiser comme ça. C'est plus, on va dire, voilà, une façon de s'organiser plutôt qu'une façon de faire, quoi. Il faut savoir un autre truc sur les prompts. Dans les prompts, les mots que vous mettrez au début et à la fin du prompt sont plus importants que ce qui vient au milieu.
C'est pour ça qu'en général, au début du prompt, on définit le sujet principal de l'image. Ensuite, on définit les détails, comme comment une personne est habillée, ou ce qui définit un paysage, par exemple, ou autre chose, etc. Et à la fin du prompt, on définit la qualité ou le type d'appareil utilisé, ou voilà, ou le style de l'image. En général, ça marche comme ça. Donc voilà, donc ça c'était pour la théorie, encore, même si je dis qu'on allait s'amuser un peu. Du coup, ici, on va essayer de tout laisser par défaut pour l'instant. On verra ce qu'on change en fonction de l'image que ça va nous créer. Donc on vient ici, on fait Generate. Voilà, ça nous génère une première image. Donc là, on se dit, bon, j'aimerais bien quand même que ce soit un peu plus en mode vertical, en mode portrait, quoi. Donc je vais lui rajouter de la hauteur. 768 en hauteur pour 512. La taille de l'image, plus elle est importante et plus ça prend de la place dans la RAM de la carte graphique. Mais il y a un autre point aussi, c'est que les modèles, la plupart du temps, sont, on va dire, entraînés sur des images en 512 par 512. Ce qui fait que si on lui donne trop de place, des fois, le modèle aura tendance à se dire, bah tiens, il y a la place pour deux générations. Du coup, il fait souvent 2 générations en une seule image. Ça peut arriver. Pas toujours, mais ça peut arriver. Tout ça, c'est parce que justement le modèle a été entraîné sur du 512 par 512. Voilà, donc par exemple, ici, on va faire Generate. Voilà, là maintenant j'ai une image, on va dire, en verticale. Alors là, elle louche un peu, donc voilà. Voyons l'image suivante. Voilà, très bien. Et donc là, on peut essayer, par exemple, si je mets 512 ici et que ici je lui mets 1200, voilà, pour lui laisser de la place en largeur, je fais Generate. Voilà. Là, typiquement, le modèle, il comprend plus rien. Pour lui, il a trop d'espace en largeur. Et comme il a été entraîné, alors Deliberate, il me semble qu'il a été entraîné sur du 768, mais je suis pas sûr. Mais bref, il a été entraîné sur une image en 512 ou en 768. Du coup, ce qui arrive le plus souvent, c'est que quand on lui donne trop de largeur ou trop de hauteur, hein, c'est pareil, bah, du coup, il va se dire il y a de la place pour plusieurs générations. Donc, il va nous générer souvent des images, on va dire, un peu aléatoires. Mais des fois, voilà, des fois, ça peut marcher, mais des fois, non. Voilà. Ou alors, comme là, il nous met 2 visages. Mais ça, voilà, ça, c'est juste qu'il faut comprendre comment sont entraînés les modèles. Et donc, c'est se dire que finalement, bah, on comprend pourquoi il nous génère, par exemple, ici 2 visages, ou pourquoi il nous génère des trucs un peu aléatoires. C'est parce que, bah, comme je disais, il a été entraîné sur du 512-512 ou du 768 par 768. Et encore là, on a la chance, il nous génère 2 visages un peu différents. Donc là, par exemple, il nous génère 2 fois le même visage. C'est souvent ce qui arrive quand on lui donne trop d'espace. Il va essayer de nous générer plusieurs fois la même chose. Ou alors, des fois, il va nous générer une image un peu comme ça, qui est relativement sympa d'ailleurs. Bref, c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais lui remettre 512 ici et 768 ici. Voilà, on fait Generate. Et là, on repart sur des images, on va dire, un peu plus cohérentes. Par contre, on se rend compte d'une chose, enfin moi je me rends compte un petit peu là, c'est que les contours sont un peu trop marqués. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand les contours sont un peu trop marqués comme ça, en général, c'est signe que le CFG Scale est un peu trop élevé. Donc je vais essayer de le descendre à 5 au lieu de 7. On fait Generate. Voilà, là on peut se rendre compte qu'on a une image beaucoup plus douce, beaucoup plus fine, avec les contours beaucoup moins marqués. Donc ça, c'est du détail que on apprend à gérer au fil du temps. Ça, c'est, vous inquiétez pas, c'est juste une question d'habitude, quoi. Maintenant, par exemple, on se dit que cette génération-là nous plaît, donc on va garder le seed. Et maintenant, pour vous montrer, on peut essayer de changer le sampler. Donc là, on était en UniPC, on va passer en ELRA. Pour voir, on fait Generate. Voilà. Donc comme on peut voir, c'est pas du tout la même image. C'est pas la même image, pourquoi? Parce que le sampler a été modifié, ce qui veut dire que la méthode d'utilisation du bruit qui a été généré à l'entrée est différente, et donc ça ne donne pas le même résultat au final. Tout ça parce que le sampler n'est pas le même. On peut essayer d'autres samplers, on va essayer le DPM++ SDE, voilà. Mais ça c'est bien parce que ça nous permet aussi de voir les détails que certains samplers peuvent donner et certains samplers ne donnent pas. Donc là, celui-là, je dirais qu'il est plutôt assez photoréaliste. Mais si je prends par exemple des DIM, que j'aime bien des fois, mais des fois c'est vrai qu'il a tendance, voilà, comme ici, à faire des images, on va dire, plus plates, avec souvent un peu moins de détails. Mais après, ça peut donner un style, ça peut être sympa. Mais tout de suite, on s'aperçoit que la peau est plus lisse. Voilà, si je zoome un peu, on peut s'apercevoir que la peau est plus lisse et que c'est pas qu'il y a moins de détails, mais bon, on sent qu'il y a une petite différence, quoi. Si je remets par contre le dernier modèle qui vient de sortir, UniPC, et que je fais Generate, voilà, on arrive sur ce type d'image, et tout de suite on a du détail dans la peau, on a une génération, on va dire, un peu plus cohérente, oui ou non, mais voilà, on voit, c'est un peu plus photoréaliste, quoi. Bon, je trouve que la vidéo est assez longue comme ça jusque là. En plus, là, vous avez vraiment une masse d'infos en très peu de temps, puisque en une seule vidéo, je crois que je vous ai assez bourré le crâne. Il y a plein de choses à dire encore. De toute façon, tout ne rentrerait pas dans une seule vidéo, hein. Et je pense que c'est mieux de découper, on va dire, chaque chose en plusieurs vidéos, plutôt que de tout
tout mettre dans une seule vidéo. Là, je vous ai vraiment donné l'essentiel pour démarrer, pour commencer à expérimenter, pour commencer à découvrir un peu Stable Diffusion. Si vous avez la moindre question, de toute façon, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je compte aussi peut-être ouvrir un serveur Discord. Si ça vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. J'ai besoin de retour là-dessus en vrai, parce que voilà, je suis en train de voir pour en créer un là, mais c'est peut-être trop tôt, ou je sais pas. Bref, voilà, dites-moi si vous avez besoin de communiquer entre vous et puis avec moi éventuellement. Et si vous avez besoin, je créerai sûrement un serveur Discord et je ferai une annonce pour ça. Bref, voilà. Ensuite, il y a quand même des petites infos que je peux vous donner là vite fait avant de finir la vidéo. C'est que du coup, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un dossier dans lequel toutes les générations qu'on fait sont sauvegardées. C'est le dossier ici dans Automatic, Outputs et Texte. En fait, dans Outputs, si vous voulez, vous avez un dossier qui correspond à chaque onglet de Vlad Diffusion. Donc vous avez un onglet extra, enfin vous avez un dossier extra pour, alors oui, sauf celui-là qui n'est pas très parlant pour le coup, le nom, mais bref, voilà. Donc le dossier extra correspond à Process Image. Voilà, donc c'est le seul qui est vraiment pas très parlant. Grids, je vous explique juste après, parce que vous avez la possibilité de ne pas sauvegarder les grids, justement, enfin les grilles, comme ça, parce qu'en gros, ça sauvegarde, voilà, toutes les grilles qu'on a générées tout à l'heure. Pas sauvegarder, mais générer, voilà, j'arrive même plus à parler, donc c'est vraiment temps que la vidéo se termine. Hein. Ensuite, dans Outputs, vous avez Image qui correspond à l'onglet From Image. Ici. Le dossier Save ensuite qui correspond donc quand on clique sur le bouton Save ici là dans Vlad Diffusion et donc le dossier texte qui correspond à From Text. Et donc dans le dossier texte vous avez toutes les dernières générations qu'on vient de faire dans cette vidéo. Donc ça c'est à savoir. Alors par contre si vous voulez vous avez un moyen de ranger un peu les images, enfin surtout de les ranger par dossier, par date. Pour faire ça en fait c'est dans Vlad Diffusion, vous allez dans l'onglet Settings, ensuite vous allez dans l'onglet Image Options et là tout en bas vous avez l'option Save Image to a Subdirectory. Donc si vous cliquez dessus, à partir de là chaque image qui va être générée va être sauvegardée dans le sous-dossier qui correspondra à la date du jour. L'autre option qui est pas mal, c'est, alors oui bon pour les grids vous avez aussi la possibilité de le mettre dans un sous-dossier, mais sinon toujours pour les grids en haut là vous avez ici Always Save All Generated Image Grids. En fait ça si vous le décochez, les grilles d'images ne vont plus être sauvegardées. Alors faut savoir que par exemple si vous générez avec, vous savez avec le réglage Image Count que je vous ai montré tout à l'heure, si vous générez 10 images, ça va vous générer justement une grille avec les 10 images dedans. Et cette grille, elle va être sauvegardée sur votre disque dur. Alors voilà, après c'est à vous de voir si vous avez besoin de sauvegarder cette grille ou pas. Sachant que de toute façon, la grille, dans l'onglet From Text, elle sera affichée ici, et vous pouvez la sauvegarder manuellement avec le bouton Save. Donc voilà, vous pouvez choisir vous-même si vous voulez sauvegarder ou pas cette grille. Mais si vous voulez pas que ce soit automatique, donc c'est dans Settings, dans Image Options, et l'option ici qui est Always Save All Generated Image Grids. Oui alors j'ai un accent, je sais, hein. C'est pas grave. Les autres options importantes aussi, c'est ici, la première option c'est pour les images qui sont générées, qui sont automatiquement sauvegardées. Alors pareil, vous pouvez le décocher ici, hein, c'est pas un problème. Mais sinon ici, vous pouvez choisir le format. Au lieu de JPG, vous pouvez très bien mettre PNG par exemple, pour avoir des images de meilleure qualité. D'ailleurs, je vous le recommande. D'ailleurs, je vais le faire ici aussi, ça sera fait pour plus tard. Comme ça, toutes les images qui seront sauvegardées à partir de maintenant seront en fichier PNG. L'avantage des fichiers PNG, si vous ne le savez pas, c'est qu'ils ont un meilleur rendu des couleurs et qui conservent beaucoup plus de profondeur dans les couleurs. Donc par exemple, pour faire des retouches dans Photoshop après coup, c'est mieux de les avoir en PNG qu'en JPEG. Vous avez le même réglage pour les grids si vous les voulez en PNG, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite ici vous avez tout plein d'autres options, donc ça c'est à vous de parcourir, voir ce que vous voulez ou pas. Mais je pense que les options les plus importantes, je vous en ai déjà donné dans la vidéo sur l'installation de Vlad Diffusion. Et je pense qu'au fur et à mesure des autres vidéos, je vous donnerai d'autres options à cocher ou à décocher en fonction des besoins. Donc en vrai, pour l'instant, ne vous souciez pas trop des options qui sont là. C'est pas vraiment important pour le moment. Voilà, sur ce, je pense que, donc comme je disais, la vidéo elle a été assez longue. Là, je vous ai donné encore d'autres petits détails pour la fin de la vidéo. Ensuite, si vous avez la moindre question ou le moindre problème, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. De toute façon, je réponds quasiment à tous les commentaires pour l'instant, donc profitez-en. Donc on n'est pas trop nombreux sur la chaîne. C'est plus pratique. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, ou du moins si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner aussi à la chaîne. C'est assez important vu que la chaîne débute, ça me permet de pouvoir la faire connaître un maximum. Et
et surtout que bah, on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et puis surtout que si jamais je crée un Discord, bah, qu'on soit de plus en plus nombreux sur le Discord aussi. Sur ce, je vous dis à très très vite avec toujours plus d'infos sur les prompts et les paramètres de Vlad Diffusion, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salut!